Loïc Quentin, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors cette émission, c'est l'occasion de prendre le temps de faire le point à la fois sur l'évolution des marchés de l'immobilier, évolution des ventes, évolution des prix, mais également d'évoquer des choses qui concernent en fait beaucoup de particuliers. C'est notamment la rénovation énergétique, bien sûr la politique du logement, et puis de voir avec vous concrètement les propositions de la FNAIM. Alors tout d'abord, un tour d'horizon, l'activité du marché. Y a-t-il des signes de reprise? Où en est-on au niveau des transactions? Alors beaucoup de signes d'embellie et de possibles reprises. Alors le marché de la transaction était parti à un point encore élevé, à début 2024, 872 000 transactions. On va avoir un atterrissage à 775 000 quand nous connaîtrons le résultat des actes publiés à fin décembre, mais vraisemblablement autour. Donc on a quand même perdu 100 000 ventes dans cet intervalle. Alors 100 000 ventes, mais on semble voir atteindre un palier, c'est-à-dire c'était finalement une situation en demi-teinte, un palier avec une stabilisation que nous avons toujours analysé comme étant un palier préalable à une reprise progressive des volumes de transactions. Alors principalement, comment peut-on analyser cette situation? Tout le monde le sait que principalement le premier semestre a vu ses volumes décroître et le second semestre a vu ses volumes, si on peut passer à la diapositive suivante, le second semestre a vu sa stratégie infléchir, principalement due aux 4 baisses successives des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Donc on a eu une année en fait 2024 un peu en demi-teinte, première partie de l'année de l'attentisme. Voilà, c'est toujours dans la même trajectoire, Et puis on a eu cette petite légère reprise. C'est ce que l'on voit là, un point d'inflexion. On voit bien le premier semestre, on est toujours bien évidemment il n'y a pas de variation sur les taux d'intervention de la BCE. On est sur la chute des volumes, et la chute des volumes qui est finalement la constante de la baisse du pouvoir d'achat. La BCE annonce sa baisse des taux qui crée un regain d'attention, je dirais même un rattrapage de transactions, plutôt qu'un redémarrage, c'est plus de notre analyse, un rattrapage de transactions qui n'ont pas été opérées. Et toute cette trajectoire, on le voit, entre 6 juin, 12 septembre, 17 octobre, 12 décembre, des éléments favorables à la reconstitution du pouvoir d'achat des ménages français face à l'acquisition immobilière. Ça, c'était salutaire, et en quelque sorte, ce rattrapage permet de stabiliser les volumes, éviter cette décrue et cette chute à la baisse. Combinaison à la fois de baisse des taux et la baisse des prix, même qui se stabilise pour l'instant. Vous voyez justement la baisse des prix qui se modère et semble enrayée. Alors là, si on avait distingué, vous voyez, le premier semestre, au premier semestre 2025, à fin 24, au 30 juin 2024, on était à 4% de baisse nationale. Et on voit bien le même impact. La baisse des taux intervient et on voit que finalement, sur une année lissée, la chute des prix est moins indispensable à la reconstitution d'acquéreurs sur leur marché. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette baisse des taux, elle était salutaire, et donc elle a permis de reconstituer, en quelque sorte, une partie du pouvoir d'achat des Français, mais qui a été permis aussi par d'autres facteurs. Alors, justement, on va voir sur le pouvoir d'achat immobilier, donc qui est en cours, comme vous le dites, Loïc Quentin, de reconstitution. Oui, parce que par l'effet, je dirais, de la baisse des taux, vous voyez qu'il y a une évolution inversement proportionnelle, totalement en opposition. Quand le pouvoir d'achat diminue, c'est parce que les taux remontent, et quand les taux baissent, le pouvoir d'achat se reconstitue, ce qui est logique. Et donc, on arrive à une reconstitution d'un pouvoir d'achat qui tend vers finalement un peu au-dessus de la moyenne à 25 ans que nous avons constaté, qui est aussi un facteur d'analyse et permettant d'avoir un peu plus d'optimisme sur la dynamique de ce marché. Alors justement, maintenant, les prévisions pour l'année 2025. Il y a le contexte plutôt optimiste, avec des facteurs favorables, mais vous, vos prévisions, c'est une embellie, ça va continuer optimisme, mais prudent. Mesuré Et prudent, compte tenu que, je dirais qu'aujourd'hui, on est en phase de reconstitution, de rééquilibrage d'un marché, un rattrapage, un redémarrage, on a atteint ce palier. Voilà, les choses vont aller un peu mieux, mais je dirais de façon progressive. Donc ce n'est pas un démarrage fulgurant, et on devrait atteindre pour nous à 825 000 transactions. Vous savez, l'an dernier, à fin 2023, pour fin 2024, on avait prévu à 800 000 transactions. On n'était pas loin, et donc aujourd'hui, on pense à 825 000 transactions pour la fin de l'année. Éventuellement, les prix qui attiendraient un palier, voire même pourraient redémarrer. Et ça, c'est en fonction de l'évolution des taux aussi qui va permettre de reconstituer un pouvoir d'achat. Mais en quelque sorte, si même nous avions un rattrapage, une indexation de 1%, c'est purement une simple indexation par rapport à l'inflation. Donc ce n'est pas un décollage des prix, et notamment des prix qui repartiraient à la hausse. Les prix de l'immobilier ont toujours augmenté dans notre histoire,
mais en fonction de l'inflation. Et quand ils sont cantonnés à cette évolution, c'est une évolution normale. Quels sont pour vous les indicateurs, les facteurs à la fois favorables justement à la poursuite, on va dire, de cette reprise, et puis les facteurs vraiment à prendre en compte défavorables? Les facteurs favorables, bien évidemment, c'est la baisse des taux qui ne peut être que salutaire, une augmentation du pouvoir d'achat. Les facteurs défavorables, principalement, c'est d'abord l'instabilité politique. Nous ne savons pas comment... Ça, pour vous, c'est la boussole. En fait, c'est la boussole. C'est ce qui va tout déterminer, même au-delà de l'OAT, de la dette française, des agences de notation. Oui, parce que c'est le signal qui est envoyé par nos dirigeants sur leur vision de la politique du logement, que nous n'avons pas d'ailleurs, et que nous n'avons plus. On a besoin de signaux positifs, on a besoin d'avoir une feuille de route que nous n'avons jamais eue, et c'est la raison pour laquelle nous sommes complètement dépendants finalement du fonctionnement du marché, et sans avoir de soutien. On attend notamment qu'il y ait des mesures, par exemple, sur le soutien au primo-accédant, avec notamment le prêt à taux zéro, qui s'appliquerait dans l'ancien, mais qui semble aujourd'hui un peu remis en cause. Le crédit immobilier reste quand même un produit de conquête des banques pour les clients. On a senti une reprise, notamment dans la production. Inflation maîtrisée, les taux qui devraient baisser. Certains indicateurs disent entre 2,6 et 2,8% cette année. Ça, c'est dans un monde parfait. Oui, monde parfait. Voilà. Ça, c'est une situation, en tout cas, à prendre en compte. Déjà, si on atteignait 3%, ce serait très bien. On va voir maintenant, vous dites, la crise de l'immobilier, elle semble derrière nous. Par contre, devant nous, et c'est déjà peut-être le cas, la crise du logement. Oui, la crise de l'immobilier est derrière nous parce que le marché a corrigé ses excès, notamment par les effets économiques, par l'augmentation du pouvoir d'achat, par la baisse de l'inflation, par la baisse des taux qui a permis de reconstituer le pouvoir d'achat des ménages qui aujourd'hui est au rendez-vous. La crise immobilière finalement est derrière nous. Mais devant, c'est la crise du logement qui est devant nous parce que après la crise conjoncturelle, c'est la crise structurelle du marché. Nous ne savons plus construire du logement. Nous ne savons plus. L'appareil productif est en panne. Et également, nous ne savons plus maintenir une catégorie de population dans l'offre de logement. Il y a deux façons de se loger, on est locataire ou on est propriétaire. Ouais. Chez les propriétaires, il n'y a pas d'action de l'État. Et au niveau des locataires, des mesures contradictoires et des mesures notamment qui vont à l'encontre à l'inverse, qui sont à l'inverse de l'effet recherché. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. À la fois, on voit qu'il y a un glissement de l'allocation meublée. Quand on voit, finalement, c'est un échappatoire, un exécutoire, on peut le comprendre pour des raisons fiscales, mais je dirais tous les facteurs, notamment qui permettraient de restaurer une offre locative, ne sont pas finalement au rendez-vous. Et on le voit aujourd'hui, la France est même championne, si on pouvait le dire, des nuitées notamment de courte durée après la Grèce, mais on a vu les Jeux Olympiques qui va encore largement, on ne comptait pas les Jeux Olympiques dans ce décomptage. Ouais, là, ce sont les effets, on va dire, un peu pervers en fait, favoriser la location touristique saisonnière et puis en attendant parallèlement pas de location pour les étudiants. Quand vous êtes bailleur de l'eau Covid, oui, ça peut se comprendre. La totalité, la fiscalité la plus importante, vous avez l'impôt sur la fortune immobilière, toutes les obligations réglementaires. Aujourd'hui, et même, je vais aller plus loin, les Airbnb même ne sont pas concernés par la rénovation énergétique, en sont dispensés pour tous les logements Airbnb inscrits sur les plateformes, et ce jusqu'en 2034. Ce qui n'est pas logique. Oui, comment voulez, au bout de syndic de copropriété, en portant des décisions, quand on a inventé le mariage à trois familles qui composent nos assemblées générales, c'est tristement impossible. Donc, manque de location aussi en nu, en meublé, manque de location classique. Rien n'est fait, en tout cas, pour relancer l'attractivité ou donner envie d'investir dans l'immobilier. Et puis maintenant, l'indécence énergétique programmée au 1er janvier 2025. Voilà, les 567 000 logements. Et au moment où je vous parle, en attente éventuellement d'une modification de la loi, telle que la loi est rédigée aujourd'hui, il y a 567 000 logements en France, plus 70 000 dans le parc social, qui sont indécents et qui peuvent faire l'objet d'une remise en cause par le locataire occupant devant le juge judiciaire. Donc c'est insupportable. On crée de l'instabilité, on crée de la rareté et on crée effectivement je dirais, de l'instabilité, le manque de visibilité chez les propriétaires. Complètement. Et d'ailleurs, beaucoup s'interrogent aussi, puisque le fait d'interdire depuis le 1er janvier 2025, notamment les logements les plus énergivores qui sont classés G, est-ce que c'est à la première location, au moment de la première location, au cours du renouvellement du bail ou à la reconduction tacite? Parce que là aussi, on peut se poser la loi la question. Marchi-Itchanis qui va être débattue au Parlement, qui va permettre de le fixer, de repréciser la rédaction. Le rédacteur a toujours dit non, ça s'applique à la tacite reconduction. Or, la loi est rédigée, sont indécents les logements loués au 1er janvier 2025. On n'a pas la même interprétation, la loi va corriger, mais ce n'est pas suffisant. Chaque mois qui s'écoule comptabilise déjà des nouveaux logements qui sortiront du parc locatif au titre de cette indécence, même si la loi est adoptée.
On va attendre donc pour les propriétaires bailleurs, en tout cas ceux qui sont dans cette situation, vous dites attendez, pas de précipitation, attendez d'avoir une clarification. Et notamment, on sait que a priori les copropriétaires devraient avoir un délai. Maintenant, quel va être le délai aussi pour prouver à la fois leur bonne foi que les travaux vont être engagés? Voilà, bon. Cette loi prévoit une autre disposition. Il y a deux dispositions dans la loi. On reprécise la rédaction de celle-ci sur l'indécence.fr, à compter de la tacite reconduction du bail. Et deuxièmement, on permet d'exonérer de l'indécence et de suspendre l'indécence énergétique pour tout copropriétaire qui s'inscrit dans une copropriété qui, pour le cas où l'Assemblée générale a confié une maîtrise d'œuvre emportant des travaux de rénovation énergétique et qui seront réalisés dans un délai raisonnable. Le législateur a embarqué et imaginé un nouveau délai. Je ne sais pas ce qu'est le délai raisonnable. Bon. Alors, on le voit sur la rénovation, bien sûr aussi la fiscalité. François Bayrou, le Premier ministre, a fait bien sûr son discours de politique générale. Le logement a été évoqué. Alors, parfois ce n'était pas le cas. Au bout d'une heure et demie, qu'est-ce que, tout d'abord, vous en avez pensé? Je crois qu'il en a parlé au 17e rang. Je crois que c'est quelque chose, c'est pas une priorité essentielle pour lui. Simplement, c'est un discours de bonne intention, comme je n'ai tant entendu. De toute façon, dans tous les cas, on a toujours vu mieux loger les Français, mieux les accompagner, mieux construire plus. Bon, du discours aux actes, c'est ce qu'on veut voir. Mais je dirais, un petit peu inquiet, notamment dans les déclarations précédentes, où, par exemple, le prêt à taux zéro qui avait été annoncé dans l'ancien et que nous avons salué parce que c'était important pour permettre de restaurer notamment l'acquisition chez nos primo-accédants et qui est fondamental, qui sortait un apport personnel et qui contribue à avoir un financement meilleur. Aujourd'hui, ce prêt à taux zéro semble uniquement s'orienter vers le neuf, ce qui serait une catastrophe. Voilà. Alors qu'on avait cru comprendre dès le départ que c'était le neuf et l'ancien. Le neuf sur l'ensemble du territoire, ensemble plus la maison. Maison et appartement. Ouais. Donc, ce qui était une véritable correction et qui était salutaire. Alors après, en plus de ça, je pense que aussi la part du gâteau se rétrécit, donc à un moment, il va falloir faire un choix. Orientation, donc vous attendez maintenant, bien sûr, avant tout des actes politiques importants. Valérie Létard confirmait son poste de ministre du Logement, saluée par l'ensemble des professionnels, au moins sur sa connaissance. Maintenant, aura-t-elle les moyens? Je crois que de toute façon, dans tous les cas, ça dépend de la feuille de route, et à la fois, je le répète, du président de la République, si c'est une action prioritaire pour lui, dans la politique qu'il va tenir jusqu'à la fin de son mandat. Également, la feuille de route qui est donnée aussi à son ministre François Rebsamen, et les délégations qu'il accordera, parce qu'elle n'est que ministre déléguée, à Valérie Létard, pour suivre cet objectif. Seule chose qu'on peut dire, on peut parler statut du bailleur privé, Valérie Létard l'a amorcé, il va y avoir effectivement des rencontres. Qu'est-ce qu'on met dedans? Nous, ça fait à l'FNI, on en parle depuis 14 ans, donc même Emmanuel Macron en a parlé. Voilà, maintenant, ça va être le contenu qui va être... Mais vous savez qu'il y a un grand arbitre, et l'arbitre principal, c'est Bercy. C'est Bercy, le président de la République. Donc, si Bercy n'est pas convaincu, eh bien évidemment, nous n'avancerons pas. C'est ça la clé du problème. Et quand on a un budget contraint et restreint, eh bien, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Voilà pourquoi il va falloir être innovant. Droit de mutation à titre onéreux, les frais de notaire qui pourraient augmenter. Réaction? Réaction, dans tous les cas, on se dit, mais c'est pas possible. Si on, par exemple, moi j'aurais mieux vu que toutes les collectivités s'engagent à ne pas remplacer le personnel dans tout le millefeuille administratif que l'on connaît au niveau des départements et des régions, pour leur permettre de reconstituer, bien évidemment, une marge, parce que c'est des recettes qui leur manquent. On peut le comprendre, mais faire peser notamment le coût de fonctionnement parce qu'ils sont privés de la taxe d'habitation uniquement sur les accédants à la propriété, d'abord, il faudrait que ça passe. Je rappelle quand même que le 2/3, 68% des transactions sont inférieures à 250 000 €. On a prévu une exonération pour les 250 000 €. Déjà, il faut que ça passe sur un plan constitutionnel, qu'il n'y ait pas de contestation. Donc voilà, on n'en est pas là, le budget n'est pas adopté. Enfin voilà, le seul signal qu'on puisse envoyer au moment où on a de moins en moins de propriétaires accédants, c'est de dire on va augmenter les droits de mutation. Non, c'est vrai que le logement ne peut pas être la variable d'ajustement, notamment de la politique. L'augmentation de la fiscalité ne peut pas être la variable d'ajustement de la politique du logement. C'est pas pensable, c'est insupportable. Donc pour vous, évidemment, c'est un mauvais signal qui est envoyé. Alors on va voir maintenant justement... Mais je dirais, sur la fiscalité, on aurait préféré effectivement un accord avec les collectivités, notamment dire OK, mais vous n'augmentez pas la taxe foncière, parce qu'on n'est pas exempt d'augmentation de taxe foncière dans d'autres territoires, sauf que les municipales arrivent. Donc c'est vrai que là, effectivement, on aura peut-être plus de modération. Alors, on va voir maintenant concrètement les propositions et les demandes de la FNAIM. Elles sont connues. Hein. Elles sont connues. On va les rappeler. On les rappelle, mais bon, portabilité, transférabilité des prêts, je ne lâcherai jamais, parce que ce sont d'autres techniques qui ont fait leurs preuves par le passé depuis 40 ans. Moi, je les ai pratiquées, je les ai appliquées. C'est une question de courage politique. Et on ne peut pas s'exonérer de cette trajectoire. Je le dis bien parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une remontée très forte des taux d'intérêt.
Et là, qui mettrait à mal le marché, ça serait un artifice qui serait indispensable. Et je le répète, je demande un débat, et je leur dirai à Valérie Létard, avec les banques, un débat technique avec elle. Vente en état futur de rénovation énergétique, c'est le problème de la valeur verte. Où se situe-t-elle? Comment on l'apprécie? Et comment on finance? On n'est pas là pour exposer un acheteur d'une maison demain à réaliser des travaux dans les 3 ans qu'il ne sera financé parce que le banquier ne l'accompagnera pas. Il faut créer un lien entre le financement des travaux de rénovation énergétique au moment de la mutation. Et ça ne coûte rien à l'État. La portabilité non plus. Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. C'est l'avantage fiscal donné à un bailleur, quelqu'un qui investit, et notamment qui a une exonération, qui part son opération pendant 10 ans, exonération d'impôt sur ses revenus locatifs pendant 10 ans à l'échéance d'une première période de 10 années. Et reconnaître en fait l'investisseur privé comme un acteur à la fois économique et social à part entière qui permet, grâce à lui aussi, de construire de logements, de loger des familles, de rénover. Et de rénover énergétique, parce que ça serait lié à 15 ans pour le neuf et s'il y a des travaux de rénovation énergétique, et 10 ans, et on envoie un très beau signal de complément de revenus pour la retraite. Et là, je pense que là aussi, il va falloir faire plier Bercy, leur faire comprendre que c'est essentiel. Quand on n'a pas d'argent, c'est le bon sens, on verra. Restauration de l'APL accession. L'APL accession, parce que moi, je regarde ce qui s'est passé, notamment les politiques publiques qui ont été appliquées. L'APL accession, on l'a oublié. C'est quoi l'APL accession? C'est que notamment une aide de l'État qui est donnée à un locataire et qui vient directement entre les mains d'un bailleur social, eh bien, à part le passé, on privilégiait, et l'APL, elle était directement versée à l'accès dans la propriété, dont le montant de l'APL venait en diminution des échéances de prêt. Voilà une bonne façon d'accompagner des primo-accédants et de restaurer un peu de justice sociale face à l'accession à la propriété au logement dans ce pays. Voilà, en tout cas pour ce tour d'horizon complet. Et en conclusion, j'ai envie de vous demander, Loïc Quentin, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les professionnels de l'immobilier? Alors pour ma part, je suis plus combatif que jamais. Moi, je crois que j'ai une capacité de travail qui croit en fonction de difficultés à vaincre, et même si la situation est difficile, on continuera. Et mon rôle, c'est d'embarquer mes chambres syndicales, notamment, et tous mes adhérents. Et aujourd'hui, je pense que les professionnels sont extrêmement résilients face à la période qu'on traverse. Ils sont combatifs, et notamment, c'est quelque chose, je crois que, vous savez, notre fédération, et je l'ai dit au moment du congrès, on a traversé la 3e, la 4e, la 5e République, on fêtera les 80 ans l'année prochaine, on est toujours là, présent, et on a traversé toutes les crises économiques, et celle-là, on va la traverser, mais on va en être plus conquérant et plus reconnaissant. Loïc Quentin, merci beaucoup. Merci, Léonard. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club FNAIM.